lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Dans 3 mois, un médecin sera jugé pour trafic de drogue ou plutôt de médicaments. Enfin, dans cette affaire, c'est un peu la même chose. Le praticien nantais aurait, pendant des années, signé plus de 500 fausses ordonnances de prégabalin. Cette pilule, vendue sous le nom de Lyrica, sert normalement à soigner l'épilepsie, l'anxiété ou encore certaines douleurs spécifiques. Sauf que cette petite pilule rouge et blanche a aussi des effets apaisants et addictifs proches de certains opiacés. Des opiacés qu'elle remplace aisément en raison de son prix tellement bas qu'on l'appelle la drogue du pauvre. Dans notre affaire, la prégabalin était donc prescrite à de faux patients qui la consommaient ou la revendaient grâce à la complicité de notre docteur-dealer présumé. Bon, je sais, il ne faut pas généraliser, tous les médecins ne commettent évidemment pas ce genre d'infraction grave et intentionnelle, mais vous savez peut-être que d'autres médecins, bien plus nombreux, ont involontairement été à l'origine de l'addiction de leurs patients à d'autres médicaments, et notamment aux opioïdes utilisés pour soulager la douleur. Vous avez pu le voir par exemple dans la magnifique série Dopsic, relative au scandale de l'Oxycontin, et puis vous avez dû entendre parler du fentanyl qui ravage les États-Unis. Pourquoi vous parlez de ces différentes affaires ? Pour 2 raisons. Premièrement, pour rappeler que la frontière est mince entre les drogues et les médicaments qui peuvent provenir des mêmes substances, produire les mêmes effets et prendre la forme d'un trafic. L'intérêt de ce genre d'affaires est aussi, deuxièmement, de nous rappeler que la fabrication et la vente de médicaments doivent être encadrés juridiquement. Alors j'ignore si l'encadrement actuel est suffisant, mais je sais qu'il est jugé nécessaire depuis très longtemps, grâce à la thèse de Laurie Renard, intitulée « Le commerce des drogues et ses effets juridiques, entre droit interne et coopération internationale, 1803-1939 ». Bonjour Laurie. Bonjour Paul. Laurie, vous avez soutenu votre thèse le 8 décembre 2023 à l'université de Lille, là où vous avez fait auparavant vos études de droit, et pas très loin du lieu où vous travaillez actuellement, le tribunal judiciaire de Béthune, qui vous a recruté comme juriste assistant. Qu'est-ce que c'est que ça, un juriste assistant ? Alors maintenant, l'intitulé est plutôt attaché de justice, ça a évolué avec un décret en novembre, au mois de novembre. Alors c'est tout simplement une profession qui vient en appui des magistrats et qui va faire des projets de décision dans un domaine donné, on va dire dans des contentieux de masse. Pas d'affaires par contre de drogue ou de médicaments ? Pas directement, après ça peut toujours être pris en compte dans l'appréciation de l'autorité parentale. Laissons de côté, cela dit, votre travail actuel. Pour revenir aux origines de votre thèse, nous allons en parler aujourd'hui. Première question, pourquoi avoir étudié ce sujet ? Ma thèse fait suite à mon mémoire qui s'intitulait Les politiques pénales en matière de drogue durant la Troisième République. Et en étudiant cette partie particulière du droit pénal, cette partie de la répression un peu particulière, j'ai eu des éléments assez intéressants ouverts sur les analyses des médecins, sur l'influence qu'ils ont pu avoir sur la fameuse loi de 1916. Et j'ai également découvert des tentatives, des éléments scientifiques qui ont été abordés avant cette loi, notamment l'irresponsabilité partielle des morphinomanes coupables de faits criminels. Tout à fait. C'était donc une délimitation chronologique plus courte puisque c'était la Troisième République, mais un sujet déjà sur les drogues. On a certains exemples de drogues en tête, mais est-ce qu'il y a une définition, que ce soit scientifique ou juridique, de ce qu'est une drogue ? Alors, il faut poser 2 définitions. On a d'un côté le pôle juridique et de l'autre le pôle scientifique. Du côté scientifique, il y a une définition des drogues. Ce sont simplement des plantes médicinales qui vont être employées parce qu'elles ont un effet thérapeutique dans le cadre d'un traitement sur un patient pour soigner ses maux. Dans le terme juridique, drogue, il n'y a pas de définition strictement. On catégorise les substances avec la construction antérieure de tout d'abord poison, avec l'édit des poisons. Puis après, nous avons les substances vénéneuses. Louis XIV. Tout à fait. 1682. On a ensuite les substances vénéneuses et puis les substances stupéfiantes. Il y a également une catégorie qu'on oublie et que j'ai moi-même oubliée, les substances toxiques. Ces différentes catégories donnent lieu à un encadrement plus ou moins strict. Sinon, du côté scientifique, au-delà de drogue, on a la définition des substances psychoactives. Donc psycho qui vient influencer le psyché, donc l'état d'esprit, et active vient altérer l'état d'esprit.
Et parmi justement ces substances, quelles sont les drogues que vous avez étudiées? Alors encore une fois, il faut faire un parallèle entre la révolution chimique et scientifique qui a lieu durant le 19e siècle et ce qui est fait antérieurement. Donc antérieurement, je m'intéresse principalement à la thériaque et au laudanum de Sydenham, même si j'aborde également le laudanum de Rousseau, enfin les différentes déclinaisons du laudanum. Et après la révolution chimique, je m'intéresse surtout à l'opium, à ses principes actifs et également aux travaux effectués par les différentes industries pharmaceutiques, notamment l'industrie de Bayer qui vient établir l'héroïne ou diacétylmorphine. A contrario, vous n'étudiez pas le tabac ou l'alcool, pourquoi les avoir exclus de votre thèse? Le tabac, vous avez raison, aurait pu peut-être être incorporé dans mon travail. Néanmoins, la loi de 1916 ne le traite pas. C'est d'ailleurs ce que met en évidence le sénateur Goy lors des délibérations sur le projet de loi, qui indique notamment que le terme stupéfiant n'a aucun sens scientifique, voire juridique, parce que finalement, il ne réussit pas à distinguer le tabac, l'alcool des autres substances. Pour l'alcool, je serai un peu plus nuancé que vous, parce que indirectement, je l'aborde dans mon chapitre 1. Je l'aborde surtout pour les conséquences qu'en déduisent les médecins vis-à-vis de la consommation excessive d'alcool. C'est en lien avec finalement l'abus. Quelles sont les causes de l'abus? À partir de quel moment peut-on considérer qu'il y a une ivresse alcoolique? Et également, quelles sont les causes d'une ivresse alcoolique? Avec par exemple une prise réitérée ou une envie irrésistible de se tourner de nouveau vers la bouteille. Alcool, tabac, drogue, qui existent pour certaines, vous l'avez dit, depuis la révolution chimique du 19e, d'autres depuis plus longtemps. Vous, votre thèse, c'est 19e, début 20e. Pourquoi ces bornes chronologiques? Même si, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de l'édit des poisons, vous en parlez dans votre thèse, vous remontez beaucoup plus loin aussi, mais pourquoi avoir mis ces bornes dans votre intitulé? Alors, mes bornes sont intimement liées au travail juridique, au cadre juridique. Elles débutent avec la loi du 21 germinal en 11, qui est la loi venant instituer la catégorie des substances vénéneuses, même si elle n'en donne pas la liste officiellement. Puis elle s'arrête avec le décret-loi de 1939, qui est un décret très intéressant parce qu'il vient aggraver les peines pouvant être données à ceux qui s'adonnent à une consommation publique de substances. Et également, elle est intéressante parce qu'elle s'intitule « Loi visant à protéger, prévenir la dégénérescence de la race ». Donc elle est inscrite dans une loi qui est quasiment organique, qui vient finalement modifier le droit de la famille, qui traite également de l'alcoolisme et qui traite particulièrement des substances stupéfiantes. Ouais, parce que derrière les malheurs individuels des gens qui sont sous emprise de ces substances, il y a eu, on le voit dans votre thèse, on en reparlera peut-être plus tard, une angoisse des pouvoirs politiques sur une dégénérescence de la race, comme vous le dites, de la démographie, des combattants qui ne seront plus capables d'aller combattre, etc. Tout à fait, tout à fait. Il y a cela. Donc il y a le pôle strictement scientifique où on va considérer que peut-être la progéniture d'un alcoolique ou d'un morphinomane va être amoindrie dans ses capacités mentales ou physiques en raison de la consommation de son père. Ou également, il y a des enjeux de sécurité nationale liés, par exemple, au contexte de la Première Guerre mondiale, où on accuse l'Allemagne de altérer la race à l'arrière du front, entre guillemets, si on peut utiliser cette expression, afin de fragiliser le soldat et finalement d'essayer de gagner le conflit, d'influencer le conflit en sa faveur. Oui, en vendant de la drogue aux Français. De la cocaïne. La cocaïne aux Français. Ces substances, comme la cocaïne, sont dangereuses, mais elles servent aussi à fabriquer des médicaments. Et votre thèse s'intéresse à cette ambiguïté. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples justement de substances qui servent aux deux, et aux médicaments et à se droguer? Ah oui, bien entendu, l'opium, généralement. L'opium est employé dans la thériaque, comme indiqué tout à l'heure, et l'opium fait l'objet de mésusages. Par exemple, il est mangé, c'est l'opiophagie, et il est également fumé, c'est l'opiomanie. Donc voilà, vous avez également la morphine aussi, que j'ai pu aborder, qui, elle, est principalement, selon les auteurs scientifiques, d'origine thérapeutique. Mais la frontière là est difficile à distinguer, mais elle peut devenir passionnelle. C'est le terme qui est utilisé, la passion de la morphine. Et donc la morphine en soi est une substance médicamenteuse, qui est une solution finalement diluée dans de l'alcool, ou alors également diluée dans quelque chose qui pourrait être à destination d'une injection intraveineuse. Vous avez parlé de frontières. Comment distinguer ces drogues et ces médicaments qui peuvent être fabriqués à partir des mêmes matières? Est-ce qu'il y a un critère clair ou pas du tout? Le critère clair, il est véritablement dans l'usage.
dans l'usage qui est donné tout d'abord. L'usage, tout d'abord, du professionnel de santé. Est-ce que le médecin a légitimement prescrit ces drogues? Puis, l'usage du pharmacien. Est-ce que le pharmacien a légitimement délivré ces drogues? Et pour le consommateur, est-ce que le consommateur, finalement, pris cette drogue afin d'avoir un effet thérapeutique bénéfique sur sa santé? Finalement, la frontière va se situer lorsque, soit le médecin fait des prescriptions de complaisance, qui n'a aucune raison scientifique ou médicale, le pharmacien délivre sans ordonnance, et bien entendu, le consommateur réussit à obtenir, soit par le marché noir, soit entre guillemets, en bernant le pharmacien, des substances pour sa consommation personnelle. Il y a donc une dangerosité à utiliser, à mésuser, comme vous l'avez dit, ces différentes substances. Il faut donc les contrôler, le droit intervient, les sources du droit. Quelles sont les sources que vous avez étudiées? Alors, les sources sont multiples. Elles sont liées aussi à mon plan, sur lequel nous reviendrons. Pour ce qui est de la littérature scientifique, j'étudie simplement les ouvrages des grands médecins de cette période. Et donc ça, c'est beaucoup de sources doctrinales, mais une doctrine non juridique, plutôt une doctrine médicale. Et vous avez d'autres types de sources? Oui, tout à fait, tout à fait. Au-delà de ça, il y a également des collaborations qui sont faites entre auteurs scientifiques et auteurs, on va dire, juridiques. Il y a par exemple Thorod qui vient faire un ouvrage très intéressant où il donne le point de vue sur la législation de 1916, à la fois de lui-même en tant que juriste et également d'un pharmacien dont j'ai oublié le nom, mais qui est très influent. À cela s'ajoutent aussi des ouvrages plutôt juridiques. Là, je m'intéresse beaucoup aux travaux émergents des doctorants. Donc, je pense à Roger Vidal, à Michel Lillet, qui justement font une thèse dans les années 1920-1930 et qui viennent commenter la législation du droit interne et la législation du droit international. À cela s'ajoute bien entendu, pour le droit international, à des sources archivistiques qui, reprennent les conférences donnant lieu aux conventions des drogues. Donc, la conférence de Shanghai, même si elle reste un élément assez secondaire, mais surtout la convention de La Haye, donc la conférence de La Haye, puis après vous avez les 2 conférences de Genève en 1925 et les 2 nouvelles conférences de Genève en 1931. Bien entendu, il y a aussi la conférence de Genève de 1936 qui, elle, s'attache particulièrement au trafic illicite. Différentes sources que vous avez étudiées. Êtes-vous le premier à les avoir étudiées ou avez-vous eu quelques grands noms d'historiens, de juristes qui vous ont précédé? Alors, sur les drogues, il y a beaucoup d'interventions. Il y a de juristes un peu moins. Je pense essentiellement à Francis Caballero, qui a fait le droit des drogues, un ouvrage qui fait foi et qui est très important. Je pense également à son ancien doctorant Yann Biziou, qui a fait une thèse sur les régies françaises en Indochine et au Maghreb. Et puis également, il y a beaucoup de travaux d'historiens. Donc il y a Madame Emmanuelle Retailleau-Bajac qui travaille sur justement les drogués durant l'entre-deux-guerres. Vous avez également sur l'aspect sociologique Jean-Jacques Ivorel qui s'intéresse justement à la sociologie des drogués, entre guillemets. Et puis il y a d'autres travaux également intéressants, plus contemporains. Il y a également les travaux de François Dudoué qui s'intéresse également aux conventions internationales, mais plus actuelles, celles d'après-guerre, d'après-Seconde Guerre mondiale. Et vous alors, par rapport à ces approches, quelle est votre particularité, l'apport de votre travail? Alors, pendant de mon travail, il s'intéresse strictement à la qualification juridique des drogues et le lien entre les qualifications juridiques, qui sont le résultat des lois, des conventions, et de l'autre côté, les qualifications scientifiques des drogues, des médecins, et également quelle est la relation entre ces acteurs de santé. Au début, je m'intéresse essentiellement aux médecins, mais après, finalement, je me tourne également vers les pharmaciens, par rapport aux juristes. Et également, lorsqu'on prend la Troisième République, il y a très souvent aussi des rapprochements entre le médecin, le scientifique, qui est aussi politique et qui va avoir un poids dans les délibérations. Si on prend également les travaux pour la loi de 1916 ou même ceux pour la loi de 1845, il y a un lien qui est fait entre l'Institut de médecine, entre la faculté de médecine de Paris et le législateur. On lui demande à cette faculté de commenter les projets de loi pour essayer de déterminer quels sont les éléments qui sont pertinents et quels sont ceux qui ne le sont moins. C'est plus qu'un lobby, c'est presque une auctoritas, comme on disait en droit romain. Les médecins ont non pas le pouvoir, c'est le législateur qui le garde, mais l'autorité scientifique, mais qui finalement est prise comme évangile presque par le législateur qui n'a pas les compétences pour le... Tout à fait, tout à fait. Déjà, historiquement, ils sont
intimement liés, hein, le codex ayant fait foi et le codex étant issu de la faculté de médecine de Paris. Également, le bulletin de la faculté a fait foi pour considérer des remèdes qui sont considérés comme légaux. Vous avez parlé le codex, c'est quoi? Parce que c'est pas le codex de Justinien, je suppose. Non, c'est le codex affilié spécifiquement aux médicaments galéniques. Donc finalement, on est plutôt sur une médecine antique, même si elle s'intéresse, elle reprend également des remèdes qui sont développés durant l'Ancien Régime et qui sont plutôt des remèdes néo-hippocratiques. Et donc c'est une liste de médicaments? Tout à fait. Tout à fait, ce sont des remèdes qui permettent de dire qu'ils ne sont pas des remèdes entre guillemets secrets dont la composition est inconnue. Votre thèse donc montre tout cela, en suivant un plan chronologico-thématique en 2 parties. La première se concentre sur le développement de l'usage problématique de certains médicaments au XIXe siècle. Elle en mesure l'importance, en donne les causes, les conséquences, et puis insiste beaucoup sur le rôle ambivalent des médecins et des pharmaciens, qui peuvent être à l'origine du problème, en être les victimes, vous l'avez dit tout à l'heure, et doivent participer à la résolution de ce problème, dans un cadre juridique qui est fixé progressivement. Mais les efforts de ce corps médical et de l'État ne suffisent pas. L'usage des drogues et des médicaments, et j'ai envie de dire les drogues thérapeutiques, persiste et se développe dans la première moitié du XXe siècle, sur laquelle porte la seconde partie de votre thèse. Ça se développe, ça se mondialise, comme le droit et les institutions, vous en avez parlé, qui doivent s'adapter, se renforcer et s'internationaliser eux aussi. C'est ce qui est fait constamment, mais malheureusement en vain. Voilà les différentes parties de votre thèse dont nous allons discuter après une courte pause musicale. Puisque nous parlons de médicaments, nous allons suivre un raisonnement médical, en posant d'abord un diagnostic, en voyant les remèdes proposés, et entre les deux, entre ces 2 parties, en exposant l'identité des praticiens qui interviennent pour essayer de résoudre le problème. Commençons par le diagnostic. S'il y a un diagnostic, c'est qu'il y a un danger. Vous en avez déjà parlé un petit peu. C'est quoi concrètement le danger des drogues, les dangers qui sont répertoriés au XIXe siècle et au début du XXe? Alors, il y a 2 types de dangers. Un premier danger va être lié à la prise elle-même de drogue. Par exemple, eh bien, si vous prenez un mauvais dosage, je pense surtout à l'avant-médicament, l'avant-révolution chimique et industrielle, eh bien, si vous prenez par exemple une dose de thériaque trop importante ou surtout de laudanum, vous pouvez en mourir, surtout eh bien, principalement chez les enfants. Oui, parce que les enfants prenaient ces matières-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, bien entendu, c'était des médicaments génériques. Si vous voulez, la thériaque, par exemple, vous la retrouviez dans tous les foyers. Alors, il faut nuancer le propos, parce qu'il y a thériaque et thériaque. On a thériaque classique, qui suit vraiment la formule de Galien, améliorée par Galien. C'est celle que présente Moïse Charras, justement, avec sa composition très complète. Et puis, il y a la thériaque du pauvre, qui est celle un peu plus simpliste, mais qui incorpore aussi de l'opium et qui peut avoir des effets néfastes. Mais pourquoi les enfants prennent cette substance alors? Eh bien, pour différents mots, hein. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, c'est un médicament générique, donc finalement, eh bien, si l'enfant est un peu perturbé, si l'enfant a un mal de ventre, si l'enfant, c'est quelque chose que vous avez dans votre pharmacie familiale et qui finalement ne vous oblige pas à avoir accès à un médecin. À cette époque, il faut aussi recontextualiser. On est dans une période où le médecin n'est pas forcément accessible, hein, surtout si vous êtes en campagne, et de plus, son coût n'est pas forcément évident attractif pour l'ensemble de la population. Donc la thériaque, que vous pouviez vous procurer plus facilement, eh bien, était un médicament qui était utilisé, on va dire, un peu comme notre Doliprane. Avec un peu plus de risque. Et donc on parlait donc, du risque de mort. Est-ce qu'il y a aussi d'autres dangers? Oui, tout à fait. Au-delà du danger lié du coup au mésusage du patient, il va y avoir des dangers qui plus tard sont liés à la transcription donnée par le médecin. C'est quelque chose qui revient un petit peu plus tard, qui est post-révolution chimique et qui est lié intimement aux remèdes magistraux, aux spécialités pharmaceutiques. Et en fait, il y a un lien entre les deux. Un remède magistral, c'est un remède dont le médecin va donner la composition dans son ordonnance. Et donc ça sera après aux pharmaciens de le fabriquer, c'est ça? Alors oui, à la base, c'est cela. Mais après, avec la révolution chimique, la donne a changé. Finalement, le médecin, au lieu de donner la composition, va donner le nom commercial de cette composition, qui est donc une spécialité pharmaceutique. Du Doliprane, par exemple. Exactement, oui. De l'héroïne aussi. J'en prends moins. Et donc, en donnant cela, eh bien, finalement, le pharmacien n'est plus celui qui va concevoir le médicament, mais il va finalement le commander, un peu comme dans un schéma moderne que nous connaissons, à une industrie qui l'a produit eh bien, en masse, et qui finalement va lui donner ce médicament, qui lui-même, il va la délivrer au patient.
Dans ce cas précis, il peut y avoir des erreurs, soit des erreurs de la part de l'industriel, soit des erreurs de la part du pharmacien. Encore une fois, cette fois, ce n'est pas le comportement du patient qui est fautif, mais c'est tout simplement une erreur de production. Et là, vous avez parlé justement de faute. Quand l'État intervient, et il intervient beaucoup, vous avez parlé de plusieurs lois, il intervient pour protéger les gens contre eux-mêmes, pour protéger la société. Quel est le but de l'État? Est-ce qu'on voit ça, par exemple, dans les motifs de la loi? Alors, dans les motifs de la loi, on s'intéresse plus à l'encadrement. On souhaite évidemment protéger la population, protéger le médecin. Finalement, on souhaite instaurer un arsenal juridique qui va contenter tout le monde. Bien entendu, on ne souhaite pas qu'il y ait des mésusages. Justement, on lutte contre ces usages familiales qui, finalement, peuvent donner des effets délétères. Mais également, on essaye de protéger le médecin. Donc, on encadre finalement l'ordonnance médicale, on punit le mauvais médecin, parce qu'au fur et à mesure où les drogues gagnent en intensité, deviennent de plus en plus dangereuses, on va organiser l'ordonnance médicale de drogue, ce qui va contraindre le médecin, mais c'est une contrainte qui va permettre de le protéger, d'engager sa responsabilité que dans un cadre défini. Et ce cadre se définit au 19e. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de drogue au 19e, c'est plus dangereux. Qu'est-ce qui se passe au 19e? Alors, au 19e siècle, il y a tout simplement les principes actifs de l'opium qui sont isolés. Ces principes actifs vont être employés principalement, la morphine, également la cocaïne pour le principe actif de la coca, vont être employés dans des actes médicaux, soit pour soigner des douleurs, parce qu'ils ont, ils offrent la possibilité du médecin d'annihiler les récepteurs sensoriels du patient et de lui permettre de ne plus ressentir de douleur. Mais si j'ai bien compris, ces drogues donc, se développent à cette époque-là, sont comprises à cette époque-là. Il y a aussi, vous avez parlé du développement de l'industrie pharmaceutique au 19e. Est-ce qu'il y a par exemple aussi, je crois dans votre thèse avoir lu que les seringues étaient plus faciles à utiliser au 19e siècle? Oui, oui, tout à fait, effectivement. La révolution des substances offertes dans l'art de guérir s'accompagne également d'innovations importantes dans le matériel médical, et notamment les seringues. Le développement des seringues, de la seringue de Prava, influence sensiblement le développement de la morphinomanie, qui au départ est le fait d'une élite. Lorsqu'on reprend les travaux des années 1880, on se rend compte que les morphinomanes sont essentiellement des médecins ou l'entourage du médecin, car ayant accès à la fois aux produits et également au matériel médical permettant d'employer ce produit. Puis, par la suite, avec le développement et la démocratisation de ce matériel, la seringue étant plus accessible, on a un développement de la morphinomanie au sein de couches ouvrières moins aisées, qui du coup est intimement liée à cette accessibilité du matériel médical. La drogue donc se répand, les médicaments se répandent, aussi dans la société mais aussi dans la justice. Et j'ai vu une affaire assez scandaleuse, l'affaire Ulmo. Qu'est-ce que c'est ou Ulmo, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ulmo finalement est un marin, c'est un militaire. En tant que militaire, il a travaillé un temps en Indochine. Et lors de son retour, il est revenu avec un vice, celui de fumer l'opium. S'adonnant à son vice, notamment à Toulon, il fréquente une fumerie d'une personne qui d'ailleurs il côtoie, qui s'appelle Lise Welch, qui tient une fumerie d'opium à son domicile. Ulmo, s'adonnant à son addiction, il manque de fonds, il manque d'argent, en tout cas c'est ce qu'il énonce comme ligne de défense lors de son procès, et donc il essaye de vendre des informations militaires sensibles, secrètes. Alors tout d'abord il essaye de les vendre à l'Allemagne, qui n'y croit pas un mot, et puis finalement il essaye de rançonner son propre État. Que fait l'État français? Tout d'abord, il rend inutiles les informations détenues par Ulmo, comme ça l'affaire est close, et puis il lui donne rendez-vous dans la rade de Toulon pour interpeller ce jeune homme. Il l'interpelle et son procès a lieu. Lors de son procès, il va tenter de plaider l'irresponsabilité, donc c'est un procès pour haute trahison. Ce n'est pas sa consommation qui est directement visée. C'est un procès pour haute trahison, et lui, il plaide l'irresponsabilité, partielle ou totale, en lien avec son addiction à l'opium. Ce que va totalement réfuter la Cour en lien avec les expertises qui sont faites dans le déroulement du procès. C'est une sorte d'affaire Dreyfus de la drogue, en quelque sorte. Alors on pourrait dire ça, oui, parce que effectivement, il est de confession juive, mais... Il a voulu vendre, enfin, alors que l'autre était innocent, mais là, il aurait voulu vendre des informations pour payer quelque chose. Alors pour Dreyfus, on l'accusait, je crois, de vouloir rembourser ses dettes ou sa maîtresse, je ne sais plus. Oui, tout à fait, mais cette fois, finalement, la presse va beaucoup plus s'attacher à Lise Welch, qui est donc la personne
qui est propriétaire de cette fumerie d'opium à son domicile, et les articles des journaux vont perdurer sur cette personne alors qu'ils vont finalement un peu s'estomper. Sur Hulmeau, ils vont ressortir un petit peu pour justifier l'intervention de la loi de 1916, mais on trouve des articles sur son ex-compagne jusque les années 1925. Et donc là, on a un soldat qui est consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres types c'est quoi les profils types, les 3-4 catégories de grands consommateurs? Vous avez parlé des médecins. Là, on a un soldat qui va dans les colonies où il y a de la drogue, mais quel autre type de catégorie on a? Là, il faut essayer de se mettre soit à la place du législateur, soit à la place du médecin, soit à la place du juriste. Pour le médecin, eh bien finalement, à partir des années 1890 et début du XXe siècle, c'est surtout, on va dire, les populations ouvrières, même première moitié du XIXe, hein, finalement, c'est surtout les populations ouvrières qui sont considérées comme décadentes. Je pense bien à l'ouvrage du docteur Villormet qui insinue justement que les populations ouvrières lilloises font des mésusages de la thériaque ou du laudanum sur leurs enfants afin d'aller profiter de festivités dans des bars. Donc finalement, ce n'est même pas lié à leur consommation personnelle. Oui, ils font dormir leurs enfants à la maison en les assommant de drogue et eux sortent tranquillement boire une bonne bière lilloise. C'est la fameuse thériaque dormante. Donc plus efficace qu'un somnifère et parfois un peu trop efficace finalement. Et puis après par la suite, il y a des médecins qui sont un peu plus clivés dans leur analyse. Je pense à certains qui vont estimer que la consommation est liée finalement à l'esprit faible. Et là, ils visent directement la jante féminine. Il indique simplement que malgré le manque d'éléments statistiques portant à croire que les femmes consomment plus que les hommes, eh bien, ce manque statistique s'explique du fait que les femmes ne vont pas aux maisons de santé, les femmes ne veulent pas avouer leur consommation, et donc finalement elles se complaisent dans leurs vices. Alors qu'à l'inverse, eh bien, ils considèrent que les hommes étant plus nombreux, mais finalement étant des repentis, ils essayent au moins eux eh bien, de mettre un terme à cet épisode maladroit. Et particulièrement, certains médecins, pas tous, hein, certains sont assez honnêtes, certains médecins réfutent cet élément qui porte à considérer que c'est surtout l'accessibilité du produit qui va porter à l'addiction. Et là, c'est les médecins eux-mêmes. Il faut savoir qu'il y a un nombre important de médecins qui sont morphinomanes. Je vous ai parlé de Surge Pichon, qui est le savant sur la morphinomanie. Bon, il est mort à 33 ans de la morphine. Carrière rapide. Et pourtant, lorsqu'il parle de la morphinomanie passionnelle, donc celle qui n'est pas thérapeutique, il est très sévère. Sévère avec les autres. Nous venons de poser un diagnostic médico-sociologique sur les problèmes. Voyons maintenant les acteurs qui peuvent être responsables du problème ou de la solution. Vous étudiez principalement deux acteurs dont les rôles sont ambivalents, les médecins et les pharmaciens. On va les étudier séparément, en commençant par les médecins, qui peuvent évidemment soigner les drogués, par le sevrage par exemple, mais je laisse ça de côté. On va voir les médecins qui veulent soigner, non pas les drogués, mais avec de la drogue. Puisque c'est risqué, ils ont un monopole. Est-ce que c'est vraiment... ça a toujours été le cas? Est-ce qu'ils ont toujours eu un monopole? Et sinon, depuis quand ont-ils eu un monopole dans la délivrance comme ça de drogues médicamenteuses? Alors, dans la délivrance de prescription. De prescription. Il faut faire attention parce que sinon vous allez rendre furieux les pharmaciens et les apothicaires, les feux apothicaires. Dieu m'en garde. Alors oui, effectivement, historiquement, les médecins ont le monopole de l'art de guérir. Donc dès l'Antiquité, on retrouve certains éléments qui tendent à considérer cela. Et dans le Royaume de France, on peut avoir des premiers règlements au XIIIe siècle à Montpellier et à Paris qui viennent indiquer cet état de droit. Ces éléments perdurent et effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, la faculté de médecine de Paris fait foi également pour indiquer quel traitement est d'à propos. Les médecins ne peuvent donc pas prescrire n'importe quoi. Vous avez parlé des remèdes secrets, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Alors, un remède secret, c'est un remède dont on ne connaît pas la composition. Donc c'est très important. Durant l'Ancien Régime, on lutte fermement contre les remèdes secrets, même si on a quelques exemples où où le roi, dans les derniers moments de sa vie, a peut-être essayé de prendre un remède secret. En tout cas, son entourage lui a administré un remède secret pour essayer finalement de gagner quelques années de notre souverain. Mais effectivement, par principe, les remèdes secrets sont interdits. Donc ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, invente un nouveau médicament, il doit énoncer toute sa composition. Alors, là, il fait face à deux problèmes. Soit il énonce sa composition et il faut voir si sa composition est acceptée au regard de la médecine pratiquée et jugée comme acceptable, la médecine galénique,
finalement, qui est liée encore à la théorie des humeurs, mais également à la médecine néo-hippocratique qui va s'intéresser un petit peu plus à l'expérimentation. Il faut voir donc si la composition est acceptée par la faculté, si elle l'est, tant mieux. Il y a un minimum d'exemples, c'est très rarement le cas, mais il y a aussi une autre procédure qui est développée à la fin de l'Ancien Régime, qui est un peu nuancée, parce que parfois elle oblige à délivrer la composition, surtout après la Révolution française, mais également elle a pendant une légère période accepté que la composition reste secrète. Et elle délivrait des autorisations qui étaient soit annuelles ou soit un peu plus pérennes. On a une importante intervention législative qui débute en 1770 et qui perdure pendant jusqu'à Napoléon. Les médecins donc imaginent le médicament, ils le prescrivent, ceux qui le délivrent, ce sont les pharmaciens, vous avez repris à juste titre tout à l'heure. Depuis quand les pharmaciens ont-ils ainsi le monopole de la délivrance matérielle? Alors les pharmaciens ont malheureusement eu beaucoup plus de mal à s'affirmer, à faire autorité. Le monopole des pharmaciens est divisé en deux. Il a le monopole de la préparation de la solution médicinale, du remède médicinal, et il a le monopole de la délivrance. Le pharmacien est véritablement détenteur de ce monopole, en tout cas en droit, à partir de cette fameuse loi du 21 Germinal en 11, alors que antérieurement, on parle plutôt d'apothicaire. Et l'apothicaire fait l'objet d'une concurrence féroce, le pharmacien également, des épiciers. Certaines épices, surtout celles venant d'Orient, sont utilisées à but médicinal, et également des herboristes, dont les pharmaciens font également encore l'objet d'une concurrence. Ces pharmaciens vont avoir du mal donc à se faire reconnaître. Il n'y avait pas d'études, par exemple, de faculté de pharmacie? Alors, il y a un collège de pharmacie qui est institué justement par cette loi du 21 Germinal, mais antérieurement, souvent le cursus honorum est lié à la médecine. Il y a médecine, lorsqu'on prend Moïse Charras, il est à la fois diplômé de médecine et également, il a ses connaissances en pharmacie. Donc, un peu comme les chirurgiens pendant longtemps qui étaient chirurgiens barbiers. Il y avait Ambroise Paré qu'on connaît au XVIe, mais sinon ce n'était pas une discipline enseignée à l'université. Genre que maintenant c'est un peu la gloire des médecins d'être chirurgien, mais les pharmaciens c'est un peu pareil, quoi. C'était un peu parallèle pendant quelques temps. En fait, les apothicaires avaient cette renommée ingrate auprès des médecins. Donc les médecins n'avaient pas une haute opinion des pharmaciens, ils voulaient les cantonner à la fonction de technicien. Donc finalement, on vous donne une composition, une manière de réaliser cette composition, vous le faites, et puis voilà. Et vous le faites, comme vous l'avez dit, dans une officine, dans votre boutique. On a oublié qu'avant, les pharmaciens préparaient eux-mêmes les médicaments, mais sinon, ils le font aussi dans les industries pharmaceutiques, comme Bayer, qui se développe au 19e, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le fait que justement ce soit une industrie dans laquelle travaillent des pharmaciens qui préparent, qui conçoivent ces médicaments, est-ce que ça a des conséquences sur la responsabilité juridique du pharmacien qui va vendre en boutique le produit? Et s'il y a un problème de sécurité, vous avez parlé de l'affaire Urotropine par exemple, qui est responsable de quoi alors? Alors dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que au départ, c'est le pharmacien qui a délivré la substance qui est jugé coupable. Dans cette affaire, on a un médecin qui prescrit de l'urotropine, dans laquelle il y a une substance active qui peut être mortifère, et il l'a prescrit avec une ordonnance marquée urotropine. C'est l'exemple que je vous donnais antérieurement, tout à l'heure, dans lequel finalement il donne le nom commercial de la préparation, mais il n'en donne pas la composition. Et donc là, c'était au début, le juge a considéré que c'était le pharmacien de détail qui était responsable. Oui. Alors pour le malheureux patient, finalement, la substance à l'intérieur a été modifiée et je crois que c'était de l'héroïne, si je me souviens bien. Donc à la première prise, au regard de la concentration, le pauvre est décédé sur le coup. Donc sa famille intente un procès au pharmacien. Le pharmacien perd en première instance, il va en appel. La cour d'appel ne lui donne pas raison, mais finalement, elle tend à permettre le pourvoi, à considérer qu'en l'état, il faut que la Cour de cassation se prononce, à la fois pour donner des précisions sur la définition d'un remède officinal, et également le distinguer des remèdes magistrales. Donc, ce que fait la Cour, elle appuie finalement, elle sollicite de la part du législateur une modification de la législation en place. Ça ne se fera pas tout de suite parce qu'on a une grande difficulté à définir ce que sont les spécialités pharmaceutiques. Mais là, c'est lui qui, par erreur, avait mis de l'héroïne ou c'est l'industrie qui avait mal conçu?
C'est l'industrie qui a produit le médicament et c'est l'industrie qui a fait une erreur. Il y a une erreur de production, comme il peut en arriver, hein. Et donc, le médicament qui était censé être produit n'est pas le médicament véritablement produit. Donc, l'erreur de l'industriel a été imputée au pharmacien qui a délivré la préparation. Donc, le malheureux a fait l'objet des frais de l'erreur d'autres. Fort heureusement, la Cour de cassation l'a sauvé et il a pu perdurer dans ses fonctions. La victoire de David contre Goliath pour une fois. Les médecins et les pharmaciens font donc l'objet d'une réglementation rigoureuse pour éviter les mauvais usages de médicaments, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres personnages sont visés pour remédier au problème, les consommateurs et les trafiquants, comme nous le verrons après une courte pause musicale. Commençons par les consommateurs. Consommateurs qui peuvent être soignés ou punis. Je laisse de côté les soins pour me concentrer sur la répression qui intéresse davantage les juristes, notamment parce que ça pose plusieurs problèmes. Et d'abord, celui de savoir, on en avait parlé avec l'affaire Houlmeau, savoir si la consommation est une infraction en soi. Est-ce que c'est puni de consommer de la drogue, certains médicaments dans un mauvais usage, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qu'il y a des procès? Alors, à partir de la loi de 1916, on réprime l'usage en public. Mais Donc pas chez soi, on peut se droguer chez soi. tout à fait. De toute façon, le législateur n'entend pas vérifier dans votre maison si votre prise de morphine est à but thérapeutique ou à but passionnel, parce qu'il faudrait un nombre de contrôleurs assez important. Donc on s'intéresse finalement à l'espace public, mais avec certains éléments qui permettent d'étendre cette interprétation d'espace public. Et là, je reviens sur les fumeries d'opium, par exemple. Lorsque vous tenez une fumerie chez vous, vous êtes considéré, finalement, votre lieu dans lequel vous tenez la fumerie est considéré comme étant de l'espace public. C'est votre domicile, mais le fait que ce soit une fumerie et que ce soit ouvert aux 4 vents pour que les gens viennent consommer... Vous venez de dire, finalement, le critère qui est pris en considération, si c'est ouvert au tout venant. C'est le terme utilisé par le législateur, c'est ouvert au tout venant. Et bien finalement, votre fumerie, qui est votre maison, devient un espace public, un espace finalement où vous vous adonnez à un commerce qui est illégal. Donc, à partir de 1916, la consommation en public, dans la rue par exemple, est condamnée. Avant 1916, non alors? Alors avant 1916, on a quand même un décret à la fin du 19e siècle qui s'intéresse principalement à l'opium et qui énonce également l'obligation, lorsque vous êtes détenteur d'opium, de pouvoir en justifier l'usage. Donc vous devez, lorsque vous vous baladez avec votre opium, avoir votre ordonnance. Si vous ne l'avez pas, on peut présumer que vous êtes un consommateur d'opium qui est passionnel, et on vous réprimera non pas sur la consommation, mais toujours sur le fait que vous détentez de l'opium de manière illégale. Vous avez parlé justement ici des gens qui se promènent avec leur opium. Pour savoir que quelqu'un se drogue, il doit être pris en flagrant délit, je suppose, ou être fouillé. Mais j'ai cru comprendre en lisant votre thèse que c'était pas si facile que ça pour la police, qu'il y avait des obstacles juridiques qui interdisaient à la police d'aller palper, d'aller fouiller quelqu'un. Pourquoi? Quels sont ces obstacles juridiques? Alors tout à fait. Il y a des obstacles, parce que ce soit l'emploi, la détention, il faut après permettre aux forces de l'ordre de constater l'infraction. Pour constater l'infraction, vous avez procéduralement 2 possibilités. Soit votre infraction est constatée à la suite d'une enquête préliminaire, qui répond à un régime juridique particulier, soit vous faites l'objet d'une flagrance. Et cette flagrance répond à un autre régime juridique pénal particulier. En temps de flagrance, l'intervention du ministère public, donc du procureur ou d'un magistrat, n'est pas obligatoire. En temps d'enquête préliminaire, l'intervention du magistrat est obligatoire. Lorsque, par exemple, vous avez des forces de l'ordre qui se baladent à Paris et constatent ou suspectent qu'une personne s'adonne soit à une consommation, soit à une vente de stupéfiants, il faut pouvoir constater l'infraction. Pour la constater, lorsqu'on est dans l'espace public, très souvent, on fouille la personne. On fouille la personne et en le fouillant, on va retrouver la dite substance. Au-delà des difficultés parfois et des caches assez ingénieuses qu'ont trouvées les trafiquants... Et qu'on ne décrira pas maintenant. On ne délivrera pas tous les secrets. Effectivement, en enquête de flagrance, il faut que les forces de l'ordre puissent défendre le fait que les éléments qui permettent de supposer que la personne est détentrice de substances sont assez importants pour qu'on considère que le raisonnement des forces de l'ordre est valable et valide. Il faut qu'ils
apporte la preuve, ces forces de l'ordre, qu'il y avait un doute légitime sur la possession. Tout à fait. C'est pas un délit de faciès, pas... C'est pas un délit de faciès. Effectivement, il faut expliquer quels sont les éléments qui permettent de considérer légitimement que la personne s'adonne à un trafic de stupéfiants. Il peut y avoir aussi d'autres infractions commises à cause de la drogue. Par exemple, en cas de manque, il peut y avoir du vol, vol d'une pharmacie. Il peut y avoir des assassinats aussi, hein. Et je pense à une histoire assez incroyable, celle du docteur Lamson. Est-ce que vous pourriez nous la raconter? Oui, la fameuse histoire du Dr Lamson. Alors, elle est très intéressante parce que elle rentre dans un cadre qui est début 20e, fin 19e, dans lequel, après l'arrêt de la Cour de cassation de 1885, on va reconnaître une irresponsabilité pénale partielle et qui se confronte aussi aux analyses qui ont pu être faites, qui sont un peu plus techniques, mais des aliénistes, et je pense à Esquirol, mais aussi à Vidal, qui vont essayer, finalement, de considérer quels sont les éléments de la folie qui permettent de retenir une irresponsabilité partielle ou complète de la personne. Qui a pris de la drogue? Oui, oui, alors pas spécifiquement dans le cadre de la drogue, mais d'abord dans un cadre général. Si vous voulez, finalement, si on prend le drogué, où est-ce qu'on peut le ranger? Scientifiquement, vous avez d'un côté le fou et l'imbécile. L'imbécile est imbécile par nature. Il n'a fait aucun événement qui a induit après son imbécilité. Je reprends les termes, bien entendu, de l'époque. Quant au fou, il y a deux catégories. Il y a le dément et le manie. Le dément, ça peut être un dément où son altération des facultés mentales va être liée à sa vieillesse ou à un choc, alors que le manie, ça va être lié à son comportement, à son libre arbitre, qui va l'amener à prendre des décisions qui vont altérer finalement ses facultés mentales. La décision en question, la prise de drogue. Pour Vidal, on considère que parfois, il peut y avoir une cause d'irresponsabilité pour les morphinomanes. Il ne donne que quelques lignes, mais pour étudier la question, je m'intéresse surtout aux experts judiciaires et donc aux médecins, à ceux qui vont indiquer dans quelle situation on peut considérer qu'il y a une irresponsabilité. Deux possibilités, et là je prends l'exemple de la morphine, il y a ceux qui sont en ivresse morphinique, ivresse de consommation. Imaginons que vous venez de vous prendre une ligne de cocaïne et que dans cette ivresse, vous tapez votre voisin. Est-ce que vous êtes considéré comme responsable ou non? Bon, oui, vous êtes considéré comme responsable. Je vous donne la réponse, effectivement. Et à l'inverse, il y a l'abstinence. Imaginons que finalement, vous êtes morphinomane parce qu'à la suite d'un traitement pour douleur chronique, vous êtes devenu morphinomane. Et que d'un coup, faute de moyens, vous n'avez plus accès à votre substance. Face à ce manque, plus la douleur qui revient, vous commettez l'irréparable, un vol pour finalement acheter de nouveau cette substance, que ce soit au marché noir ou auprès du pharmacien. Dans ce cas précis, on peut considérer, selon l'expertise qui est faite, que vous êtes irresponsable, soit totalement, soit partiellement. Bien sûr, on ne vous remet pas dans la rue, on ne vous fait pas sortir du tribunal, on vous serre la main, on vous amène dans une maison de santé, afin finalement de soigner cette toxicomanie. Et dans l'affaire Lamson, j'y viens finalement, dans l'affaire Lamson, on a un médecin d'origine américaine qui, j'allais dire vagabonde, mais pas tellement, qui vit en Europe, qui a une adoration pour le vieux continent et qui fait beaucoup d'allers-retours entre Londres et Paris. Le problème étant, c'est que ce médecin perd en qualité, donc il perd en client. Pourquoi? Parce qu'il est morphinomane. Alors, c'est une très mauvaise idée d'essayer de soigner des patients durant une ivresse morphinique, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais M. Lamson a essayé. Perdant sa clientèle, il perd son train de vie. Mais M. Lamson est assez buté et il continue de faire des dépenses assez démesurées. Finalement, M. Lamson, face à ses problèmes pécuniaires, il décide de préparer un plan machiavélique visant son beau-frère. Son beau-frère, qui a bientôt 18 ans, et à l'issue de sa majorité, va recevoir un joli héritage, petit pactole. M. Lamson décide, lors, on va dire, d'une réunion de famille, on pourrait l'indiquer comme cela, d'empoisonner son beau-frère afin qu'il meure, et que, finalement, sa compagne, donc lui, hérite de ce joli pactole, et ainsi se refaire une petite santé financière. Donc M. Lamson préfère l'argent à la famille, et la question étant, est-ce que sa consommation est considérée comme altérant ses facultés mentales? La plupart des auteurs disent que non, parce que le projet qu'il a mis en place est mûrement réfléchi, planifié, antérieur. Exactement, se diffuse dans le temps. Je trouve qu'il y a un scientifique qui est un petit peu, alors je dirais pas hypocrite, mais moi je le dis quand même, c'est Ernest Chambard qui finalement est un grand défenseur des médecins, et je pense que son jugement a été altéré parce que M. Lamson est médecin. Et donc lui, il défend l'idée que non, M. Lamson est innocent.
Voilà pour les consommateurs qui ont soulevé plusieurs problèmes juridiques. Il en va de même des trafiquants. On connaît l'importance des narcotrafiquants aujourd'hui, y compris au niveau international. Trafic international qui existait déjà au 19e siècle, hein, comme vous me l'avez appris. D'où venait la drogue qui était consommée en France? Alors, au 19e siècle, il faut prendre deux périodes. Lorsqu'on parle par exemple des fumeurs d'opium, l'opium venait principalement de la Perse, ce n'est pas la majorité, surtout d'Inde, et après de la Chine, principalement. Mais lorsqu'on a la fin du 19e siècle, et surtout lorsqu'on parle de morphine, d'héroïne et de cocaïne, cette fois la drogue vient d'Europe. Le produit brut vient pour la cocaïne de l'Amérique du Sud, et pour l'opium vient principalement d'Extrême-Orient, mais les industries qui transforment ces produits sont européennes, allemandes, puis françaises, et également anglaises. On va dire les grands trafiquants de la première moitié du XXe siècle sont par exemple des Corses. La mafia corse ou la mafia italienne, comme on la connaît tous historiquement, s'est développée en reprenant justement des fabriques clandestines, en important ces substances, en les produisant, donc en important de l'opium, produire de la morphine ou de l'héroïne, et après l'expédie, surtout aux États-Unis ou partout dans le monde. Finalement. Ça c'était avant, bien sûr, maintenant les Corses n'ont plus rien à voir avec la drogue. Pour réduire efficacement la consommation de drogue, les États doivent la limiter. Que font-ils concrètement? Alors, ils doivent la limiter, mais ils doivent surtout l'encadrer. Car là, nous parlons du trafic illicite, mais il y a surtout le trafic licite. Donc, principalement, par la Convention de La Haye, on va établir les choses. On va établir les drogues visées, on met en place, par exemple, des autorités qui viennent réguler, et on donne un peu la ligne directrice. On veut une application universelle de cette Convention afin de soumettre l'ensemble, que l'ensemble des États ait un encadrement identique en matière de trafic. À partir de la Convention de Genève, là, on précise un peu plus ces choses. On met en place le mécanisme de certificat, les certificats d'importation et d'exportation. Pourquoi ? Parce que finalement, après la Première Guerre mondiale, on a une problématique. Face aux industries médicamenteuses allemandes puissantes, la France et la Grande-Bretagne se sont alliées pour développer leurs industries. L'opération a tellement réussi que finalement, à la fin de la guerre, on se retrouve avec des quantités de drogue astronomiques. Donc nos trafiquants n'ont pas besoin d'aller mettre en place des fabriques clandestines, il suffit d'aller voir les industriels qui finalement ont une quantité faramineuse et de détourner une partie de cette production. Et ces différentes mesures, ces différents traités sont efficaces ou pas? Et pourquoi ça ne marche pas si ça ne marche pas? Alors, je considère personnellement qu'ils sont quand même tout de même assez efficaces. Malheureusement, ils sont aussi victimes de leur efficacité. Lorsque les certificats d'importation et d'exportation sont mis en place, la quantité se régule au fur et à mesure. Puis après, en 1931, on impose une limitation de production. C'est-à-dire qu'on a mis en place, alors, dans ces conventions est liée la Société des Nations, instance supranationale, puis d'autres instances qui sont liées à la Société des Nations, notamment la Commission consultative du trafic de l'opium et le Comité central permanent, qui viennent prendre un ensemble de statistiques, notamment la production par État de leurs industries de médicaments, et qui, à partir de 1931, vont imposer un quota. Par exemple, si vous avez l'habitude depuis les années 20 de produire X tonnes de morphine, vous ne pouvez pas finalement aller au-delà. Et j'ai cru que certains États, justement, ne voulaient pas trop limiter leur production parce que ça faisait tourner leur économie, par exemple. Alors là, il faut distinguer une particularité. L'opium à fumer a fait l'objet d'une concertation distincte des autres substances. L'opium finalement préparé, c'est comme ça qu'on le nomme dans les conventions. Cet opium est distinct, pourquoi ? Parce qu'il est intimement lié aux colonies, aux territoires dans lesquels les puissances occidentales sont suzerains et qui ont une économie intimement liée au trafic de l'opium et à la consommation d'opium, surtout des fumeurs d'opium. En France, il y a l'Indochine, il y a également l'Angleterre qui est intimement liée. D'autres pays ont une vision différente. Le Japon avec l'île de Formose, donc Taïwan, eux n'ont pas souhaité permettre cette consommation d'opium, de fumeurs d'opium. Et d'autres sont totalement partis des conventions à cause de cet État, notamment les États-Unis, qui avaient, eux, les Philippines à cette période, et la Chine, tout simplement parce que la Chine était victime également de cette consommation. La particularité de cette autorisation à fumer de l'opium, c'est qu'elle ne concerne finalement que les populations locales. Le colon n'a pas le droit d'aller normalement, en théorie, dans une fumerie.
Et donc, ces colonies ont une part des richesses qu'elles produisent, de leur économie, qui est intimement liée à cette vente d'opium. Une vente qui est parfois, vous l'avez dit, gérée par l'État, puisqu'il y avait des régies. Tout à fait. Il y a des régies alors qui fluctuent dans la manière où elles sont réglementées, mais oui, l'État est intimement lié. L'État ne produit pas. En Indochine, la France produit très peu, mais elle revend. Elle revend. Parce qu'il faut aussi dire que dans le cadre d'une fumerie d'opium, il y a tout un processus économique. Lorsque vous avez l'opium au départ qui vient d'être préparé, qui est pur, vous le fumez, mais il ne va pas à la poubelle. Après, la personne qui est moins riche va fumer ce que vous avez fumé. Puis on va jusqu'au bout de la chaîne, où on a le chandou, qui est finalement les cendres d'opium, ce qui est le plus nocif, mais qui détient encore un petit pourcentage d'opium et qui permet finalement d'avoir l'effet escompté. C'est peut-être ça, le ruissellement dont parlait notre président. Merci beaucoup Laurie Renard d'avoir répondu à toutes mes questions, qui donnent seulement un aperçu de votre thèse, intitulée, je le rappelle, « Le commerce des drogues et ses effets juridiques », entre droit interne et coopération internationale, 1803-1939. Merci. Merci à vous. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.